Et ça, c'est aussi un message à l'adresse des États-Unis d'Amérique, avec le petit virage apparemment conciliant de la diplomatie de Donald Trump, qui a envoyé un de ses diplomates dans la sous-région, dire que lui, il voulait mener avec les pays de l'Alliance des États du Sahel une coopération respectueuse de leur souveraineté. Personne de sérieux ne va y croire. Et c'est à Trump que le président Goïta, à mon avis, répond in fine en lui disant « Nous savons que vous ne respectez pas la souveraineté des gens. » Les points saillants du discours prononcé par le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux du nouvel an du corps diplomatique, consulaire et des organisations internationales. J'ai été très attentif au discours que le président Assimi Goïta a délivré ce jour, à l'adresse donc du corps diplomatique représenté ici au Mali, parce que dans ce discours, il a annoncé 7 points dont la compréhension est essentielle pour ceux qui veulent être au diapason de la vision politique qui dirige aujourd'hui le Mali et qui amplement dirige en réalité la confédération de l'Alliance des États du Sahel, que ce soit donc au Niger ou au Burkina Faso également. J'ai noté 7 points essentiels dans l'allocution du président Assimi Goïta. Le premier porte sur la ligne directrice de la géopolitique malienne. Le second point, c'est l'importance géostratégique et géopolitique de l'Alliance des États du Sahel. Le troisième point, c'est l'importance de la guerre communicationnelle, qui est une guerre des narratifs. Le quatrième point, c'est la boussole stratégique du Mali-Koura, avec l'ancrage dans les valeurs traditionnelles maliennes. Le cinquième point, c'est le développement endogène et donc la doctrine économique malienne, revisitée par le président Assimi Goïta. Le sixième point, c'est le principe de l'ouverture diplomatique conditionnée, qui a été fortement affirmé dans ce discours. Et enfin, le septième point sur lequel nous reviendrons, c'est la vision du Sahel, la place essentielle du Sahel dans le jujutsu géopolitique et géostratégique international. Commençons par le premier point qui nous a marqué dans ce discours, à savoir la ligne directrice de la géopolitique malienne. Le président Assimi Goïta dit en effet « L'année 2025 a été pour le monde une période de forte tension géopolitique, de crises économiques et humanitaires, exacerbées par l'affaiblissement du multilatéralisme. Ces mots ont accentué les vulnérabilités des États. Dans cet environnement incertain, le Mali, n'ayant pas été épargné, a fait le choix de se redéfinir. Nous avons tracé une ligne, celle de la souveraineté et de la responsabilité. Notre pays a choisi la dignité, le respect, la liberté de ses choix stratégiques et l'indépendance. Cette réorientation repose sur une conviction simple. Le Mali est l'ami de tous ceux qui le souhaitent dans le respect de ses principes, de ses choix stratégiques et de ses intérêts vitaux. Désormais, nos partenariats se construisent sur une base sincère, sans tutelle, sans injonction, sans instrumentalisation. C'est ainsi que nous avons diversifié nos relations de coopération et assumé nos choix. À cet égard, je me félicite des nombreuses accréditations accordées aux ambassadeurs et représentants d'institutions internationales, de même que le renforcement du dialogue politique. Cela traduit l'intérêt renouvelé pour notre pays et pour l'espace confédéral. Le Mali demeure disponible pour entretenir des relations responsables avec les États et les organisations qui respectent notre souveraineté et contribuent de bonne foi à la mise en œuvre des aspirations du vaillant peuple malien. C'est le premier extrait que je voudrais ici commenter. Il y a là un gisement d'informations et de réflexions dans cet extrait. D'abord, le président Goïta constate que nous sommes dans une période de forte tension géopolitique, de crise économique et humanitaire exacerbée par l'affaiblissement du multilatéralisme. Il s'agit là d'un constat. D'abord, les tensions géopolitiques. Où est-ce que nous les voyons? Mais le Sahel est toujours en guerre. L'Afrique du Nord est toujours en guerre. Le récent assassinat
du fils du leader libyen Muammar el-Kadhafi, le regretté Saïf al-Islam el-Kadhafi, est venu nous rappeler que ceux qui ont saccagé l'Afrique du Nord, et notamment donc la Libye, n'ont pas arrêté leur sale boulot. Le golfe de Guinée est en guerre. Les organisations terroristes Boko Haram et l'État islamique, Al-Qaïda et consorts, continuent d'ensanglanter le golfe de Guinée. Vous êtes au courant des centaines de personnes tuées ces derniers jours au Nigeria. Vous êtes au courant des attaques terroristes qui se maintiennent au nord du Cameroun. Vous êtes au courant des nouvelles attaques terroristes perpétrées à partir de la frontière tchadienne vers le territoire nigérien. Vous êtes au courant des attaques terroristes qui ont été perpétrées contre l'armée tchadienne dans la région du lac Tchad. Vous êtes au courant de la déstabilisation en cours depuis pratiquement 30 ans de la République démocratique du Congo par des pays satellites de l'OTAN que sont le Rwanda et l'Ouganda, chargés de fragiliser la RDC pour que celle-ci soit toujours pillable, taillable et corvéable à merci. Vous êtes au courant du déploiement géostratégique des mercenaires de l'impérial terrorisme au Mozambique, où ils ont été envoyés par leur patron de l'OTAN afin de fragiliser l'État mozambicain et de l'obliger à laisser piller son gaz et son pétrole, notamment dans la région de Cabo Delgado. Vous êtes au courant des grandes manœuvres militaires de l'OTAN, eh bien, dans l'océan Atlantique Sud, alors qu'à la base, l'OTAN est une organisation du traité de l'Atlantique Nord. Vous êtes au courant du déploiement du dispositif militaire de l'OTAN autour de l'AES. L'OTAN qui est maintenant positionnée en Algérie, en Mauritanie, positionnée au Sénégal, positionnée en Côte d'Ivoire, au Libéria, positionnée au Ghana, positionnée au Bénin, positionnée fortement au Nigeria et dans une certaine mesure même au nord du Cameroun. Tout le monde voit très bien l'encerclement de la grande alliance de libération de l'Afrique par les forces étrangères. Quand le président Assimi Goïta parle donc d'une période de forte tension géopolitique, en Afrique, c'est quelque chose que nous vivons au quotidien. Mais les tensions géopolitiques n'ont pas lieu seulement en Afrique. Il y a l'abcès de fixation entre l'Amérique du Nord et l'Amérique latine, notamment à travers la crise des relations internationales américano-vénézuéliennes qui se poursuit. Nous avons la crise des relations internationales américano-cubaines qui se poursuit. Il y a aussi les tensions géopolitiques américano-européennes, dont l'affaire de la tentative d'annexion du Groenland par Donald Trump a révélé toute la profondeur. Et maintenant, nous avons les champs de conflit installés depuis plus de 4 ans maintenant, sous nos yeux, à savoir la guerre russo-ukrainienne qui se poursuit, au détriment tout naturellement de l'armée ukrainienne et à l'avantage de l'armée russe qui avance inexorablement vers Kiev. Vous avez l'abcès de fixation de conflits au niveau du Moyen-Orient, où le sort du peuple génocidé de Palestine continue d'alarmer toutes les véritables consciences du monde face au colonialisme sioniste israélien. Vous avez la zone de tension forte américano-iranienne avec l'armada américaine qui continue d'encercler la République islamique d'Iran pour pouvoir braquer son pétrole et imposer un régime de valet comparable à l'ancien régime du Shah d'Iran. Vous avez l'abcès de fixation autour de la Chine avec des tensions entretenues par l'OTAN à travers Taïwan contre la République populaire de Chine. Vous avez la tension entre la Chine et le Japon en mer du Japon. La terre tout entière est tendue. La terre est tendue, comme une peau de tam-tam, et prête littéralement à exploser, avec même le risque d'une confrontation militaire directe entre les puissances nucléaires, comme cela est désormais possible si les États-Unis venaient à attaquer l'Iran, comme cela aurait pu être possible si le Venezuela disposait, comme l'Iran dispose aujourd'hui, d'accords de défense mutuelle, réciproques, avec les puissances nucléaires russes, chinoises, etc. Donc nous sommes vraiment dans un monde qui a une structure de cocotte minute. Un monde
vraiment en danger. Un monde friable et cassable. C'est de ce monde que nous parle le président Assimi Goïta. C'est un monde aussi de crise économique. Et quelle est la grande crise économique qui traverse le monde? C'est la contestation de l'hégémonie du dollar. Pendant plusieurs décennies, la Terre tout entière a travaillé pour financer l'économie américaine, laquelle, par la planche à billets de la Fédérale Réserve, a émis une masse monétaire qui n'est pas du tout en rapport avec la production industrielle, la production économique réelle des États-Unis. On en est arrivé à ce paradoxe qui veut que les États-Unis s'endettent massivement et c'est le monde entier qui paye la dette américaine, puisque le monde entier, depuis pratiquement maintenant une centaine d'années, est forcé à acheter et vendre en dollars. La remise en cause de cet ordre hégémonique du dollar et la mobilisation d'échanges économiques en monnaie nationale, eh bien, sont en train de faire basculer complètement le monde issu des institutions de Bretton Woods, donc du FMI et de la Banque mondiale, le monde dominé par la Fédérale Réserve américaine et accessoirement, eh bien, sa vassale et alliée, la Banque centrale européenne, et leur vassale et alliée, la Banque centrale française. Ce monde-là, le monde du dollar, de l'euro ou du CFA, est en train de s'effondrer et apparaît désormais sous nos yeux un nouvel espace économique affirmé par les BRICS, affirmé par l'organisation de coopération de Shanghai, un nouveau monde orienté vraiment vers l'Orient, un espace économique immense entre la Fédération de Russie et la République populaire de Chine, incluant les grands ensembles indiens, pakistanais, nord-coréens. Ce monde-là qui est en train d'émerger s'appelle le monde multipolaire. Les crises humanitaires sont la conséquence en effet de l'économie de guerre menée par l'hégémonisme, l'impérialisme occidental dans le monde comme condition pour affaiblir les pays détenteurs de matières premières stratégiques et donc afin que ceux-ci soient toujours taillables, pillables, corvéables à merci. Le président Assimi Goïta constate ainsi un affaiblissement du multilatéralisme. Cela veut dire que les relations diplomatiques internationales connaissent un chamboulement nouveau. À partir du moment où le chef de la puissance américaine, le président Donald Trump, a dit que le droit international ne valait rien, les relations internationales ne valent désormais que ce qu'on y met, puisque plus personne ne peut se référer aux principes généraux du droit international comme étant une base fiable pour les négociations. Il y a littéralement un branle-bas total sur la conception des relations internationales. Et il est probable que les livres avec lesquels les relations internationales seront enseignées dans les prochaines décennies comprendront des chapitres complètement nouveaux. Et que les relations internationales issues de l'ordre westphalien qui ont été enseignées partout à travers le monde vont devoir être repensées. Pourquoi? Parce que cet ordre, issu du traité de Westphalie, cet ordre est en train d'être noyé sous les décombres de la contestation du Sud global, la montée en puissance du monde multipolaire. Donc le président Goïta a commencé par nous situer dans l'état dans lequel se trouve le monde. Il a commencé par nous décrire la complexité et la fragilité du monde dans lequel nous sommes. Mais lorsque précisément le monde ressemble à un océan agité, un océan en pleine tempête, un océan mouvant, un océan immaîtrisable, comment l'homme, comment la collectivité doivent-ils se comporter? Le président Assimi Goïta, en véritable capitaine de navire, en véritable chef du navire malien, a fixé une ligne. Il a fixé un cap dans la tempête. Car l'erreur qu'il ne faut pas commettre quand la tempête souffle et que la mer est complètement démontée, ce serait l'erreur de paniquer et d'aller dans tous les sens, c'est-à-dire de s'exposer aux aléas de la catastrophe en cours. La grandeur consiste à savoir se définir un cap, à voir plus loin que la tempête et à se donner les moyens de marcher résolument, de naviguer résolument vers le cap, en appliquant la vieille maxime qui dit « fluctuat nec mergitur ». Le navire peut tanguer, mais jamais
il ne coule. Dès lors que le cap qui est fixé est bon. Quel est le cap qui est fixé? Le président dit, nous avons tracé une ligne, celle de la souveraineté et de la responsabilité. C'est-à-dire que le Mali ne va faire que ce qu'il a librement décidé lui-même. Première ligne. Les décisions qui vont conduire le Mali dans ce siècle, à partir de cette révolution du Mali Koura, sont des décisions qui seront prises au Mali. Prises à Bamako, par le gouvernement souverain du Mali et par personne d'autre. C'est une ligne absolument essentielle. Il s'agit là de la récusation de l'impérialisme, de la récusation du néocolonialisme. Aucune décision malienne ne sera prise à Washington, à Bruxelles, à Londres, à Paris. Aucune décision malienne ne sera prise en dehors du Mali par qui que ce soit d'autre que les Maliens eux-mêmes à travers leurs autorités légales et légitimes. Et voilà pourquoi le président Assimi Goïta dit « Notre pays a choisi la dignité, le respect, la liberté de ses choix stratégiques et l'indépendance. » Pourquoi la dignité? Mais parce que tant que les dirigeants du Mali se complaisaient dans le statut de valet du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental, eh bien c'est le peuple malien, ce sont les Maliennes et les Maliens eux-mêmes qui étaient considérés comme des sous-hommes. Le peuple étant considéré comme un sous-peuple. C'était une politique de l'indignité, celle qui a été imposée par les accords de coopération, les accords de défense uniques de la France-Afrique. La dignité consiste à se respecter soi-même et à imposer à qui que ce soit de nous respecter parce que nous nous respectons. La liberté de ses choix stratégiques, elle signifie quoi? Elle signifie que le Mali affirme comme un point non négociable de sa doctrine politique son droit de choisir avec qui il va. Plus personne ne se mettra sur la route des Maliennes et des Maliens pour leur dire « Ne passez pas d'accord avec telle puissance. Ne signez pas de contrat avec telle multinationale. Ne passez pas d'alliance avec tel partenaire. » Ce n'est pas le problème de quelqu'un en dehors du Mali. Le Mali choisit ses amis et il assume ses ennemis. Voilà pourquoi il est affirmé ici le principe de la responsabilité. La responsabilité, c'est on choisit ce qu'on veut et on en tire et on en assume toutes les conséquences et on agit en conséquence. Donc, lorsqu'il est question de choisir l'indépendance, cela peut paraître superfétatoire puisque certains diront mais le Mali est indépendant depuis le 22 septembre 1960. Certains pourraient donner une date comme cela. Non! Ce que le président Assimi Goïta dit, c'est qu'il s'agit de la véritable indépendance, pas la fausse. Pas celle qui a été accordée sous condition, pas celle qui a été encadrée par la néocolonisation. Nous allons vers l'indépendance réelle, c'est-à-dire la souveraineté active. Et les étapes à courir et à parcourir vers cette indépendance réelle sont en cours. C'est la réalisation de l'indépendance qui est précisément l'objet de cette ligne directrice. Dans ce discours, il y a une deuxième partie qui m'intéresse beaucoup. C'est lorsque le président Assimi Goïta souligne l'importance géostratégique et géopolitique de l'Alliance des États du Sahel. Voici ce qu'il dit dans cette partie-là. Il dit, face à ces défis, nos forces de défense et de sécurité sont résolument engagées à protéger nos populations et favoriser davantage le retour de l'État et des services sociaux de base sur l'ensemble du territoire national. C'est cela la victoire utile, une victoire en faveur de l'accès à l'école, à la santé, à la justice, à l'activité économique et culturelle, ainsi qu'à la libre circulation des personnes et de leurs biens. En ces instants, ma pensée va à l'endroit de toutes les victimes civiles et militaires tombées sous le coup de la barbarie humaine. J'exprime toute notre compassion aux familles endeuillées et notre solidarité aux blessés. La nation malienne n'oubliera aucun sacrifice. La confédération de l'Alliance des États du Sahel constitue une réponse endogène, coordonnée et structurée aux défis de l'espace confédéral. Par notre synergie d'action, nous construisons une sécurité collective basée sur la solidarité, la confiance,
l'intégration et l'efficacité opérationnelle. Le président Goïta dit que la réponse à la question sécuritaire malienne est une réponse qui est globale, qui s'intègre dans un cadre plus vaste que le Mali, le cadre de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Pourquoi? La raison pour laquelle le Mali a choisi de travailler à sa sécurité avec ces deux pays alliés de l'Alliance des États du Sahel sont donnés ici. Premièrement, tous ont compris qu'aucun pays africain ne peut se protéger tout seul. Donc c'est le principe de la sécurité collective. Le principe de la sécurité collective. Tout pays africain qui veut se protéger doit développer des alliances avec d'autres pays africains. Et plus amplement avec d'autres puissances qui ont des principes convergents. C'est la condition de la sécurité dans ce monde. Il faut créer une masse collective de puissance pour se sécuriser. Deuxième principe qui explique le fonctionnement de l'Alliance des États du Sahel, le président Goïta le dit, c'est le principe de la solidarité. Mais qu'est-ce que c'est que la solidarité? Mais c'est l'âme de la civilisation africaine. Les Africains sont connus depuis des millénaires sur cette planète comme les civilisations premières de la solidarité. Il n'y a pas de civilisation plus solidaire dans ce monde que la civilisation africaine. Plusieurs de ceux et celles d'entre nous qui nous tenons ici présents, vous êtes maintenant environ 20 000 qui participaient à la présente conférence. Presque personne d'entre nous ne peut raconter sa vie sans souligner des moments décisifs de sa vie qui n'ont été possibles et qui n'ont été négociables que grâce à la solidarité africaine. Je ne parle pas seulement de la solidarité dans la famille. Je ne parle même pas seulement de la solidarité dans la famille élargie. Je ne parle même pas de la solidarité dans le seul cadre religieux ou même seulement de la solidarité dans le seul cadre politique. La valeur de solidarité est présente dans toutes nos vies. Et aucune de nos vies ne peut s'expliquer elle-même sans recourir à cette valeur pour rendre compte de certaines des étapes clés qu'elle a réalisées. Si tu fouilles dans ton enfance, si tu fouilles calmement dans ton adolescence, si tu fouilles dans ta vie d'adulte, et si tu es en train de devenir un vieillard, si tu regardes rétrospectivement ta vie, tu verras les mains solidaires des Africains de toute génération qui ont contribué à la femme ou à l'homme que tu es devenu. La civilisation africaine est l'une de celles qui produisent cette relation de redevance à la communauté qui est au principe même de la construction de l'individualité. Les sociétés africaines sont traditionnellement des sociétés de solidarité, des sociétés de vérité et de justice, des sociétés maatocratiques. Donc le lien entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger contemporain est un lien civilisationnel. C'est parce que nous sommes des fraternités solidaires, nous les Africains, que les pays qui retrouvent leurs racines tout naturellement s'allient et marchent ensemble. Valeur suivante, la confiance. L'AES est bâtie sur la confiance. C'est-à-dire que le président Assimi Goïta sait que son frère, le président Abdourahmane Tiani, son frère, le président Ibrahim Traoré, ne peuvent pas le trahir. Comment le sait-il? Mais à l'épreuve des faits, à leur manière de se comporter envers lui. Les présidents Tiani et Traoré savent que leur frère, le président Assimi Goïta, ne peut pas les trahir. Comment le savent-ils? À la manière dont celui-ci se comporte envers eux depuis qu'ils se connaissent. Ici, ce n'est pas une confiance aveugle. Ce n'est pas une confiance dogmatique. C'est une confiance basée sur l'expérience. Le président du Niger, le général d'armée Abdourahmane Tiani, sait que c'est parce que ses frères, dirigeant le Mali et le Burkina Faso, se sont levés comme un seul homme. Lorsque la CEDEAO, manipulée par le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental en général, se préparait à attaquer le Niger, c'est parce que le Burkina Faso et le Mali se sont levés comme un seul homme. Pour dire, celui qui attaque le Burkina Faso a affaire, le Niger a affaire à nous. Le président Assimi Goïta a d'ailleurs rapporté un entretien avec un dirigeant ouest-africain, probablement
eh bien, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre, burkinabé de Sendou, pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Lors de cette conversation, ce chef d'État demande au président malien si vraiment ils sont prêts à agir militairement pour protéger le Niger, si ce n'est pas du bluff. Et le président Assimi Goïta de dire, tentez et vous allez voir. Essayez et puis vous verrez. Cette réponse a manifestement eu l'effet d'un véritable coup de fouet, calmant les ardeurs belliqueuses eh bien, du vassal france-africain d'Abidjan. Donc, la confiance là qu'il y a entre les gouvernements de ces trois pays, ce n'est pas une confiance dogmatique, ce n'est pas une confiance aveugle, c'est une confiance expérientielle. Je veux dire basée sur l'expérience. Il est question de l'intégration. L'intégration est une condition de la sécurité. En créant de grands espaces, il faut intégrer autant que possible les institutions. Vous avez vu naître la force unifiée, eh bien de l'AES. Vous avez vu naître la banque d'investissement de l'Alliance État du Sahel. Vous avez vu naître la chaîne de radio-télévision de l'Alliance des États du Sahel. Tout ce travail d'intégration, vous voyez coopérer les gouvernements des trois pays, les conférences interministérielles qui se multiplient et dont l'efficacité augmente. Tout ceci a pour but de créer de la masse et de la puissance. Car sans masse ni puissance, eh bien, on n'est pas capable d'affronter les autres grandes puissances qui ambitionnent de nous dévorer. Les grandes puissances carnivores. Les grandes puissances omnivores, pour utiliser eh bien, la mythologie de M. Macron, l'autocrate français. Donc il faut bien voir ici que l'intégration à l'intérieur de l'AES est l'une des conditions, un, de sa montée en puissance et deux, de sa capacité de contrainte sur les autres forces qui l'environnent. Et enfin, il est question d'assurer la défense du Mali grâce à l'efficacité opérationnelle de l'Alliance des États du Sahel. L'efficacité opérationnelle, c'est vraiment la maîtrise concrète du terrain, domaine dans lequel, bien sûr, les militaires sont d'excellents enseignants et d'excellents guides. Le troisième point qui m'intéresse dans cette allocution du président Assimi Goïta devant le corps diplomatique, c'est un point qui porte sur l'importance de la guerre communicationnelle, la guerre des narratifs. Le président Assimi Goïta dit en effet ceci. Le Mali sait que la sécurité ne se gagne pas seulement sur le champ de bataille. Elle se joue aussi dans l'espace communicationnel. La désinformation, la manipulation, les campagnes de dénigrement et d'intimidation médiatique sont devenues des instruments de pression contre les pays de l'AES. Ces actions sont orchestrées par des sponsors étrangers pour affaiblir, briser le moral collectif et fracturer la société. Ainsi, ces campagnes d'intoxication constituent une forme de violence politique, une méthode de soumission et dans ses effets, une autre face du terrorisme. Notre réponse restera ferme et sereine. Elle reposera sur la cohésion nationale, la solidité de nos institutions, la transparence de l'action publique et l'accès des citoyens à une information fiable. Nous ne céderons ni à la peur, ni à la confusion. Nous opposerons aux récits fabriqués la vérité des faits et aux tentatives de division l'unité de la nation. Fin de citation. C'est merveilleux de compréhension. Analysons ici la stratégie de réplique à la guerre informationnelle, à la guerre communicationnelle imposée au Mali par les puissances de la France-Afrique, satellites et acteurs du néocolonialisme français, les puissances impérialistes occidentales et moyen-orientales plus largement. Car ce sont ces puissances-là qui imposent au Mali une véritable guerre communicationnelle, une guerre de désinformation. Le président Assimi Goïta commence par souligner un fait scientifique important. La guerre n'est pas que physique. La guerre n'est pas que dans l'usage du fusil, de la balle, dans l'usage de la bombe, de la poudre à canon. La guerre n'est pas simplement le déploiement des chars, des véhicules de combat, le déploiement des avions de combat, des drones de combat.
le déploiement des unités de marine, des unités d'armée de terre, des unités des escadres d'armée de l'air. La guerre n'est pas simplement la somme des opérations militaires menées sur le terrain contre l'ennemi. Car en fait, une bonne partie de la guerre se déroule sur le plan mental, à travers l'arme de la communication. Une bonne partie de la guerre est communicationnelle, car celui qui peut modifier l'état mental de l'ennemi est capable de vaincre l'ennemi. Grâce à la communication, on peut gagner par anticipation une guerre militaire. Une communication réussie peut favoriser une victoire militaire, tout comme une communication ratée peut favoriser une défaite militaire. L'état mental des troupes amies et des troupes ennemies est déterminé par la circulation des flux mentaux, des flux d'informations dans les cerveaux. Voilà pourquoi le Mali et l'Alliance des États du Sahel prennent à cœur la maîtrise des narratifs, la maîtrise des arcanes et des canaux de la communication. Car ce sont ces arcanes et ces canaux de la communication qui structurent les comportements et font que les gens perdent à l'avance ou gagnent à l'avance les guerres qui leur sont imposées. Alors, comment le président Assimi Goïta décrit-il la guerre informationnelle qui est imposée au Mali? C'est une guerre de désinformation, de manipulation, de campagne de dénigrement, d'intimidation médiatique et qui est utilisée comme instrument de pression contre les pays de l'AES. C'est exactement cette guerre qui est menée contre le Mali par les médias d'État français, France 24, RFI, TV5, avec leurs satellites AFP, Le Monde. C'est cette guerre qui est relayée par les médias d'États européens, BBC, Deutsche Welle, qui est relayée par La Voix de l'Amérique, qui est relayée par CNN et consorts, et un certain nombre d'ailleurs de chaînes moyen-orientales qui sont sous le contrôle du narratif occidental. C'est cette guerre de l'information qui est menée par les médias d'État des pays de la CEDEAO les plus couchés sous le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental, comme le régime de Côte d'Ivoire de M. Ouattara, le régime du Sénégal, qui laisse également prospérer sur son sol des médias anti-maliens à volonté, le régime algérien, le régime béninois, le régime nigérian. Ce sont des régimes qui ont fait de leur sol des rampes de lancement médiatique, d'attaque informationnelle contre le peuple malien et plus amplement le peuple de l'AES. C'est de cette guerre-là informationnelle que parle le président Assimi Goïta et qui explique alors que cette manière d'utiliser l'information pour affaiblir, briser le moral collectif et fracturer la société est une forme de violence politique. C'est cette violence politique que nous avons dans notre ouvrage qui vient d'être publié sur les géopolitiques et les géostratégies de la communication politique en Afrique. C'est cela que nous avons appelé le terrojournalisme, le journalisme terroriste, dont les figures de proue sont Wassim Nasr, le porte-parole des organisations terroristes dans la presse officielle française, un certain hibou de Dakar, nommé Serge Daniel Bogbo Hundada, en sont des illustrations remarquables. Ces journalistes, au service du terrorisme, que nous appelons donc des terrojournalistes, travaillent directement avec les organisations terroristes dont ils ventilent les actions, vantent les actions, amplifient les actions, embellissent les actions, en même temps que leurs alliés de Jeune Afrique, de TV5, du Monde, sont chargés de donner une crédibilité à l'alternative du projet caliphatique, le projet d'instauration d'un soi-disant califat islamique des terroristes, est entièrement porté par la presse néocolonialiste française. On a vu par exemple le quotidien Le Monde consacrer une criminelle sans foi ni loi, Iyad Aggali, hébergé actuellement par l'État narco-terroriste algérien, serait devenu un Tarzan du désert, un Tarzan du Sahel, qui serait en train de mener un combat et une croisade libératrice afin de fonder un califat dans lequel, apparemment, les droits de l'homme à l'occidental, les droits de la femme, les droits des LGBTQ, etc., seront respectés comme jamais ailleurs dans le monde. Quelle incongruité!
C'est de cela que parle le président Assimi Goïta quand il dit qu'il s'agit de campagne d'intoxication qui constitue une forme de violence politique, une méthode de soumission et une autre face du terrorisme. Moi, j'ai appelé cela le terro-journalisme. Écrivez le mot. Terro-journalisme. C'est de cela que parle le président Assimi Goïta. Et la réponse ici, eh bien, est très précise. Il ne faut pas les laisser attaquer la cohésion nationale. Comment veulent-ils attaquer la cohésion nationale? En opposant les ethnies maliennes, les ethnies sahéliennes les unes contre les autres. Vous vous souvenez de la tentative de manipuler notre ethnie africaine des Peuls pour en faire une soi-disant victime systématique de la lutte antiterroriste. Ça n'a pas marché. Ils ont tenté de la même façon de manipuler notre ethnie africaine, les Touaregs, pour en faire une ethnie qui serait systématiquement victime de la lutte antiterroriste. Ça n'a pas marché. Les attaques contre la cohésion sociale ont également porté sur l'exploitation de la différence religieuse. On voit très bien le rôle que jouait le très scélérat imam Neymar de Badalabougou Mahmoud Diko, qui a fini par s'afficher comme le chef politique de la coalition criminelle d'Al-Qaïda de l'État islamique et des bandits de l'Azawad pour attaquer le Mali au nom des intérêts algériens et otaniens. Donc, ils ont tenté d'exploiter des oppositions artificiellement attisées entre l'islam et le christianisme, entre l'islam et le traditionnalisme africain, entre l'islam, le christianisme et le traditionnalisme africain, dans l'espoir de provoquer un embrasement religieux du Mali, un embrasement religieux de la sous-région. Ça n'a pas marché. L'islam traditionnel africain, qui est un islam de paix, de convivialité, un islam compatible avec le christianisme africain et compatible avec la tradition africaine profonde, tout cela a résisté magnifiquement jusqu'ici et nous devons continuer à y travailler contre ces assauts. Ils ont tenté d'opposer maintenant les régions. Ils ont tenté de créer une fracture nord-sud dans tous les pays qu'ils attaquent. Il faut opposer le nord du Mali au sud du Mali, au centre du Mali. Il faut opposer le nord du Burkina au centre du Burkina, le nord du Niger au centre ou au sud du Niger. Ça n'a pas marché. Le régionalisme n'a pas non plus marché. Voilà pourquoi les attaques ont porté sur les institutions. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger collectionnent la plus grande quantité de tentatives de coups d'État néocolonialistes dans tout l'espace africain contemporain. C'est sur le Mali, le Burkina Faso et le Niger que tous les renseignements généraux français travaillent. Et les récentes révélations des services de renseignement russes sont corroborées par les faits que nous avons observés au Burkina Faso, au Niger ou au Mali ces dernières années. Les tentatives de décapitation des régimes panafricanistes maliens, burkinabés et nigériens correspondent parfaitement à cette tentative de fragiliser les institutions de l'État. Face à quoi les trois pays et la Confédération ont fait preuve jusqu'ici d'une exceptionnelle résilience, d'une agilité et d'une efficacité indéniable pour écraser la réaction néocolonialiste. Alors, l'autre outil pour combattre cette guerre communicationnelle qui nous est infligée au Sahel, c'est la transparence de l'action publique. On doit noter avec efficacité, on doit reconnaître qu'au Mali, au Burkina Faso et au Niger, la lutte contre la corruption intra-étatique, elle continue de prendre force et vigueur. La corruption intra-étatique est l'une des sources de la rupture du contrat de confiance morale entre les citoyens et les gouvernants, entre les gouvernés et les gouvernants. Le président Assimi Goïta est conscient du fait que s'il n'y a pas un acharnement à lutter contre la corruption à l'intérieur de l'État, on va avoir là une faille qui fera qu'il y aura toujours un gap, un écart type entre la population et les gouvernants. Une frustration plus ou moins exprimée, une frustration rentrée. Le président Goïta montre qu'il est conscient de cela quand il parle de transparence de l'action publique. Il faut que les Maliennes et les Maliens, il faut que les Sahéliennes et les Sahéliens sachent exactement ce qui est fait par leur gouvernement, comment cela est fait, comment cela est financé et comment cela est contrôlé. C'est ce qu'on appelle donc la redevabilité des gouvernants envers les gouvernés. Il ne faut pas baisser sur ce point.
toute baisse sur ce point va ouvrir un boulevard aux déstabilisations. Car les frustrations des peuples qui ont le sentiment que la justice ne leur est pas administrée dans tous les détails de leur vie quotidienne par les gouvernants sont le lit dans lequel se glissent les dissensions, le lit dans lequel se glissent tout naturellement les déstabilisations. Il faut continuer à faire cet effort de transparence de l'action publique et il faut continuer à combattre activement la corruption publique. Favoriser un rapport sain à la chose publique. On continue ici avec le 4e point de ce discours. Le président Assimi Goïta a évoqué la boussole stratégique du Mali Koura, à savoir l'ancrage dans les valeurs traditionnelles maliennes, l'ancrage de la politique dans les valeurs traditionnelles maliennes. Il dit, citation, « Le gouvernement de la transition poursuit sa mission de refondation, conformément aux aspirations exprimées par le peuple malien. Refonder, c'est s'adapter à ces réalités socio-culturelles et remettre l'État au service de l'intérêt général. Refonder, c'est renforcer la justice, assainir la gouvernance, lutter contre la corruption, restaurer la confiance entre gouvernants et gouvernés. Refonder, c'est aussi moderniser l'administration, sécuriser l'espace économique, construire les conditions d'une stabilité durable. Cette démarche s'inscrit dans notre boussole stratégique, dans la vision Mali-Koura, Netasira, Kaben 100, 2063 MAP, et dans la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033, à l'horizon que nous sommes fixés. Notre ambition est claire, un Mali réconcilié, stable, juste et prospère. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'importance de la culture, de la civilisation malienne dans la construction des institutions. Je vous invite à constater que le président Assimi Goïta ne s'est pas référé au corpus démocratique occidental. Il dit que les institutions maliennes sont en train d'être refondées sur le corpus traditionnel malien, sur les valeurs civilisationnelles maliennes. Autrement dit, ce n'est pas le texte simplement de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ou le texte de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen français de 1789. Ce ne sont pas ces textes-là qui inspirent les institutions maliennes aujourd'hui. Ce qui inspire les institutions maliennes aujourd'hui, ce sont les valeurs de civilisation qui ont été transmises de génération en génération par les ancêtres du peuple malien. Ces valeurs qui ont pu être fixées magistralement dans un texte comme la charte de Kouroukan-Fougan de 1236. Les valeurs que l'on peut retrouver dans la célèbre, Maat en 42 lois de l'Afrique noire, multimillénaire, ce sont ces valeurs de civilisation qui sont en train d'être utilisées comme les racines de la déduction transcendantale des catégories politiques, économiques, sociales, culturelles, maliennes, aéciennes et africaines en général. Nous affirmons ici notre fierté de voir qu'à la tête de la République du Mali, il y a des hommes et des femmes qui résolument ont compris que c'est en enracinant la politique dans l'histoire profonde de la civilisation négro-africaine qu'on peut restaurer l'homme et la femme africains dans leur dignité spirituelle, intégrale et historique pleine. Et ce sont ces valeurs de civilisation qui sont plusieurs fois citées dans ce discours par le président Assimi Goïta. J'ai noté avec beaucoup d'intérêt le 5e point. C'est l'évocation du développement endogène du Mali. La doctrine économique malienne, c'est celle du développement endogène. Le président Assimi Goïta n'a pas dit socialisme. Il n'a pas dit libéralisme. Il n'a pas dit social-libéralisme. Il n'a pas dit social-démocratie. Là encore, il ne s'est pas référé à un corpus idéologique de la tradition occidentale, de gauche ou de droite. Il parle de bâtir des solutions endogènes. Endogène veut dire des solutions qui viennent de nous-mêmes. Mais ça veut dire des solutions qui viennent de notre propre conception de la valeur économique. J'invite les uns et les autres à lire ici un tout petit essai très brillant du docteur camerounais Mbok Basson qui est intitulé « La théorie économique africaine de la valeur ». Dans ce livre-là, le docteur professeur Mbok Basson explique comment, dans les civilisations de l'Antiquité, la plus glorieuse de l'Afrique, la valeur économique était conçue, non pas comme
Elle est conçue dans l'espace économique d'inspiration occidentale et matérialiste productiviste, mais la valeur économique était conçue et a toujours été conçue en civilisation africaine à partir du primat de la justice, de la vérité, de la solidarité sur l'ordre social. Donc, l'économie est au service des valeurs de justice, de vérité et de solidarité, et non l'inverse. Nous ne sommes pas, nous, Africains, de tradition et de civilisation, partisans d'une économie où le profit est le principe de l'action. Nous sommes partisans d'une économie ayant pour but de produire et d'assurer les conditions de la vie dans la vérité, dans la justice et dans la solidarité. Une économie donc au service de l'homme et non pas une humanité au service de l'économie. Mais l'homme qui est servi par cette économie solidaire endogène, c'est un homme lui-même respectueux de son environnement, respectueux de la chaîne des générations et respectueux de son créateur. C'est un homme cosmique, un homme cosmiquement intégré, qui est pensé dans la théorie africaine économique de la valeur. Le président Assimi Goïta fait référence en réalité in fine à cette théorie africaine de la valeur, à cette conception africaine de l'économie, comme étant une activité de production sous le prisme des valeurs de civilisation. Une activité de production qui ne doit jamais échapper, déborder à nos valeurs de civilisation au point de devenir une variable indépendante et de fonctionner de manière en quelque sorte autoréférentielle, de délirer vers un processus inflationnel. Le président Assimi Goïta insiste par conséquent ici sur la question de la souveraineté énergétique. Il insiste sur la question d'une industrialisation maîtrisée, la question de la création d'emplois, la question du transfert des compétences, la question en quelque sorte de la matérialisation d'un Mali tributaire d'une prospérité maîtrisée, une prospérité assumée et construite en connaissance de cause. Bref, il s'agit vraiment de définir l'économie politique non plus à partir du principe du profit, mais à partir du principe de l'utilité au bien commun. Le service du bien commun. L'économie comme service du bien commun. Production, distribution et consommation des biens et services dans la perspective du bien commun. C'est comme cela que la tradition africaine pense la valeur économique. Le 6e point de ce discours, j'ai vu dans ce discours plusieurs extraits qui renvoient à la notion d'ouverture diplomatique conditionnée. Qu'est-ce que j'entends par ouverture diplomatique conditionnée? C'est exactement ce que le président Assimi Goïta dit dans l'extrait que je vais vous lire. Il dit: Je vais prendre cet extrait-là qui m'intéresse. Il y a d'abord une première version qui est donnée vers le début du discours. Voilà. Dans le 3e paragraphe du discours, tout au début, le président Goïta dit que l'année 2026 soit pour nos relations une année de dialogue constructif. Il s'adresse aux ambassadeurs. Une année de coopération sincère, de partenariat fondé sur le respect mutuel. Je voudrais également vous prier de bien vouloir transmettre aux plus hautes autorités de vos pays et institutions respectives mes vœux de santé, de paix et de prospérité. Qu'est-ce que je retiens ici? D'abord, dialogue constructif. Le principe du dialogue constructif en diplomatie internationale est un principe d'exclusion de la brimade, de la menace, de l'injonction et de la contrainte, qui sont les styles de communication diplomatique des puissances impérialistes et néocolonialistes. Donc le président Goïta avertit que le Mali ne va pas accepter qu'on lui parle comme on parle à un enfant qui n'a pas étudié sa leçon, pour reprendre une métaphore du comédien ivoirien Gros Michel. Le Mali n'acceptera de qui que ce soit, d'aucune puissance dans le monde, qu'elle lui parle comme on parle à un enfant qui n'a pas étudié sa leçon. Donc, le Mali refuse des relations diplomatiques teintées de mépris, de condescendance, de paternalisme, telles que celles que les néocolonialistes français s'acharnent à entretenir avec les dirigeants africains. C'est ça
cache derrière l'expression dialogue constructif. C'est-à-dire, on discute. Et ensemble, nous trouvons comment nous pouvons vivre ensemble. La construction dialogale n'a rien à voir avec le monologue hégémonique occidental, n'a rien à voir avec l'unilatéralisme diplomatique de l'OTAN, n'a rien à voir avec les injonctions permanentes, obsessionnelles du néocolonialisme français. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Deuxième élément, coopération sincère. Le Mali ne veut pas coopérer avec des puissances qui ne sont pas sincères envers lui. Si vous êtes une puissance qui a un agenda caché contre le Mali ne coopérera pas avec vous. La sincérité est exigée. Voilà pourquoi, par exemple, le Mali, sous le président Assimi Goïta, refuse de combattre le terrorisme avec des puissances qui ont créé, armé, financé, qui renseignent et qui médiatisent les organisations terroristes. La rupture de la coopération antiterroriste du Mali avec les États-Unis, la France, bref, les pays de l'OTAN, et même un certain nombre de puissances alliées de l'OTAN dans le Moyen-Orient, la rupture de coopération est venue du constat de l'absence de sincérité. Ce sont des faux types. Dans le cas, par exemple, du Mali, le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, a rapporté un exemple parfait de cette duplicité dont le Mali ne veut plus. Quand la France de François Hollande se préparait à intervenir dans ce pays pour stopper les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique qui étaient supposés fondre sur Bamako, on ne sait trop comment, parce que ça aussi, ça a été une fiction inventée pour nourrir la peur et justifier en réalité la recolonisation militaire du pays. Le ministre des Affaires étrangères de la République française d'alors, Laurent Fabius, s'était adressé au ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, en lui disant « Nous souhaitons que la Russie n'oppose pas son veto à l'intervention militaire de la France au Mali contre les terroristes qui déferlent depuis la Libye. » Et une réplique célèbre lui fut faite par le ministre russe. « Mon cher Laurent Fabius, vous vous préparez à combattre maintenant au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. » Et Laurent Fabius répondit, tout le monde s'en souvient, « C'est la vie. » Eh bien, le Mali ne veut plus des gens qui vont venir lui dire que c'est la vie. Si vous ne voulez pas coopérer sincèrement avec le Mali préfère ne pas coopérer avec vous. Le Mali dit, restez chez vous, laissez-nous tranquilles. Le Mali ne veut plus de coopération avec des partenaires non sincères. Les hypocrites, les pompiers pyromanes, comme les néocolonialistes français et les impérialistes de l'OTAN. Le Mali ne veut plus de coopération stratégique poussée avec des gens comme ça. Qu'est-ce qu'il dit encore dans ce paragraphe? Partenariat fondé sur le respect mutuel. Si vous savez que vous considérez que les pays africains sont des pays de merde, ne venez pas chercher de partenariat avec nous en Afrique. C'est ce que dit le président Goïta. Si nous sommes des pays de merde, laissez-nous dans notre merde, gardez la vôtre. On va se respecter. Si vous partez du principe que, eh bien, citation, l'ingratitude est une maladie non transmissible à l'homme, et que nous, on n'est pas des hommes. C'est vous qui êtes des hommes. Restez entre vous les hommes, laissez-nous les non-hommes, on va s'entendre entre nous. Restez chez vous. Ça, c'est une réponse à Macron. Si vous estimez que vous pouvez vous lever du matin au soir, nous appeler la junte, le chef de la... Alors qu'il y a des gens qui ont pris le pouvoir par coup d'état civil, vous les appelez président de la République. Il y a des gens qui ont fait des coups d'état néocolonialistes avec votre propre contribution, vous les appelez président de la République. Nous, on a fait des coups d'état révolutionnaires, répondant aux aspirations de nos populations. Vous criez sur nous, la junte, la junte, la junte. Vous-même d'abord, on vous appelle aussi la junte, ensuite, il n'y a rien qu'on fasse avec vous. C'est ça le message du président Goïta. Et il l'a déjà dit même en langue. En bambara, il l'a dit plusieurs fois. Vous nous respectez, on vous respecte. Vous nous piétinez, on vous piétine. Et comme l'a dit le maître de la parole orthogonale du Mali, le docteur général de division Abdoulaye Maga, Premier ministre, pour une balle tirée, le Mali tirera également une balle. Un mot de travers, ce sera pareil. Et voilà comment un chameau fut habillé pour tout l'hiver, après s'être aventuré à donner des leçons de démocratie au Mali, alors qu'il est lui-même le plus grand putschiste international au pouvoir, à la tête de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Oui, le Mali ne garde plus crédit de mauvais comportement de quelqu'un. Et il n'y a plus de banque de réserve de crédit de mauvais comportement contre le Mali. Tu décaisses, tu encaisses.
Ce que tu fais, te fait. Le Mali dit respect mutuel. Tu me respectes, je te respecte. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. C'est ça le message. Et il s'adressait à tous les diplomates. Hein. À tous les diplomates. C'est-à-dire qu'il leur a vraiment dit, tenez-vous à carreau. Un mot de travers, vous allez montrer votre nuque. Ah oui. En langue bassa, on dit, bon, les mouak. Si tu fais mouak, tu montres ta nuque. C'est-à-dire, tu fais mouak, te voilà qui part déjà. Ouais, nous, ok. À Bana Peu. Il n'y a plus, le Mali n'a plus une banque de crédit où le Mali n'a plus une banque où il cache les couleuvres qu'on lui a fait avaler. Il n'y a plus de banque pour ça. Tu envoies une couleuvre, on t'envoie une contre-couleuvre. Tu envoies une vipère, on t'envoie un cobra. Tu envoies un boala, on t'envoie un anaconda. C'est clair. La réciprocité diplomatique totale et stricte. Ah, tu ne veux pas que les ressortissants maliens aient des visas pour venir dans ton pays. Ben, tes ressortissants n'ont pas de visa pour venir au Mali aussi. C'est tout. Ah, tu ne veux pas qu'un avion malien passe par ton territoire. Il n'y a pas de problème. Ton avion ne passe pas par le territoire malien. C'est tout. C'est en cela que le Mali est l'école de la respectabilité et de la dignité des Africains. C'était des choses qu'on expliquait sur les réseaux sociaux. On a expliqué ça dans des livres pendant des décennies. Au point que les gens croyaient que ce n'est pas possible. Les gens croyaient qu'il n'était pas possible que des dirigeants africains appliquent la réciprocité à leurs adversaires. Le Mali l'a fait. Le Niger le fait. Le Burkina Faso le fait. Au point que même des pays comme le Tchad se sont mis à le faire. Oui! La réciprocité, c'est... Tu tapes, je rends. Oui! L'Afrique est fatiguée de tendre la deuxième joue, après avoir encaissé sur la première. Ah, d'accord, vous n'avez pas de son côté... Excusez-moi, vous n'avez pas de son côté YouTube. Vous savez, je ne lisais pas les commentaires. Allez, je vais simplement relancer le lien. J'espère que ça va passer. J'espère que ça va passer. Essayez de me dire si... Dorothée, est-ce que vous pouvez écrire pour dire que le son est peut-être revenu? William Mustafa, est-ce que vous m'entendez? Écrivez pour me dire. Côté Université Libre d'Afrique des Libertés. Ah, il n'y a pas de son. Bon, allez, je relance. S'il n'y a pas de son, c'est que quelqu'un nous a parasité. Je vais relancer. Je vais relancer l'affaire. Ah, c'est bon. Très bien. Doliman Musicman me dit que le son est bon. Bon, je vais continuer. Merci. Vous voyez, c'est pour ça l'importance de partager régulièrement, hein, de donner le plus largement possible pour qu'on ait des machines amies. Si vous ne partagez pas suffisamment, bon, les adversaires, eux, ils viennent avec un grand nombre de machines et ils nous attaquent. Donc, partagez. J'étais en train d'expliquer le principe d'ouverture diplomatique conditionnée, le tu tapes, je rends. Et donc, le président Goïta dit, donc, le respect mutuel. Puis, il y a eu une autre phrase qui m'a beaucoup intéressé par rapport à ce que j'ai appelé l'ouverture diplomatique conditionnée. Hein, le Mali ne dit pas comme certains pays, nous sommes les amis de tout le monde. Non, le Mali ne ment pas. Aucun pays ne peut être ami de tout le monde. Ça, c'est la définition. Abana, ok, c'est bien. Ça, c'est la définition de la prostitution politique. C'est la définition de la prostitution politique. Un pays qui est ami de tout le monde. Comment tu peux être ami de tout le monde? Est-ce que tout le monde est ton ami? Pour être ami de tout le monde, il faut d'abord que tout le monde soit ton ami. Jamais il va arriver une situation où tout le monde est ton ami. Quelque pays que tu sois. Tout le monde n'est pas ton ami. D'abord, sur le plan personnel, est-ce que tout le monde est votre ami? D'abord, tous ceux qui sont nés dans ce monde avant nous et qu'on n'a pas connus, seront nos amis comment? Maintenant, prenons ceux qui sont sur la Terre. Là. On est presque 8 milliards d'êtres humains. Vous pensez vraiment qu'on est amis de tous ces gens-là? Vous pouvez être amis de 8 milliards de personnes. 8 milliards de personnes peuvent être vos amis. C'est sérieux, ça? Bon, laissons. Entrons dans nos pays respectifs. Là, je suis au Mali. Est-ce que tout le monde qui est au Mali ici peut être mon ami?
Est-ce que moi je peux être ami de tous ceux qui sont ici au Mali? Comment on va faire ça? C'est quelle amitié ça? Bon, laissons le pays. Entrons maintenant au niveau de la ville, même Bamako seulement. Bamako, là, c'est 3-4 millions de personnes. Comment je peux être ami de ces 4 millions de personnes-là? Vous-même, vous croyez en ça? Quand un pays dit « je suis l'ami de tout le monde », il ment. Aucun pays ne peut être l'ami de tout le monde. Aucun. La diplomatie, c'est le domaine de l'amitié conditionnée. La vie même, même dans la vie, l'amitié est conditionnée. C'est vrai ou c'est faux? Donc le Mali ne dit pas qu'il est ouvert aux 4 vents. Venez, venez, je vends, je paie. Comme j'ai souvent entendu les commerçants dans les marchés populaires, dans mon pays natal, le Cameroun. Les vendeurs à la sauvette, là, ils aiment embrouiller les gens. Je vends, je paie, je vends, je paie. Venez, 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 je suis fou. Venez, venez. Qui vend pour perdre? Personne. Personne ne vend pour perdre. Tant pis pour toi si tu y crois. Donc, l'ouverture diplomatique est toujours conditionnée. Le Mali n'est pas ouvert aux 4 vents. Il dit, et je cite le président Goïta ici, s'adressant au corps diplomatique, il dit, voilà, hop, qu'est-ce qu'il dit? Le Mali ne ferme aucune porte. Les principes de base de sa coopération sont dorénavant connus de tous et inscrits en lettres d'or dans sa constitution. D'accord? Il dit encore, nous restons également ouverts aux investissements utiles, créateurs d'emplois, respectueux des règles nationales et porteurs de transfert de compétences. Le Mali accueille les partenaires qui viennent bâtir, non ceux qui viennent dicter et diviser. Il encourage les projets qui renforcent sa souveraineté, non ceux qui entretiennent sa dépendance. Donc, le Mali est très clair. Si vous ne remplissez pas les critères là, pour être en coopération avec lui, il ne coopère pas avec vous. Si vous venez avec des projets pour renforcer la souveraineté, qui renforcent la souveraineté malienne, le Mali est avec vous. Si ce sont des projets qui doivent renforcer la dépendance du Mali, le Mali n'est pas avec vous. Si vous venez avec des projets qui participent à la construction, au bâtiment du Mali, le Mali est avec vous. Mais si vous venez avec des projets qui sont là pour dicter aux Maliens ce qu'ils doivent faire, pour diviser les Maliens, les Maliens ne sont pas avec vous. Ça s'appelle donc une diplomatie conditionnelle. Et un pays qui veut être souverain ne peut pas avoir une diplomatie inconditionnellement ouverte. Il ne peut pas avoir une diplomatie ouverte aux 4 vents. Il ne peut pas être l'ami de tout le monde. La formule « je suis l'ami de tout le monde » est une formule typique de la prostitution politique. On ne peut pas être l'ami de tout le monde en politique. Ce n'est pas vrai. Ça ne s'enseigne ni en philosophie politique. Cela ne s'enseigne pas en diplomatie. Révolutionnaire, souverainiste, ça ne s'enseigne pas. Et cela ne s'enseigne même pas en morale. Dans la morale ordinaire, quand nos parents nous élevaient, et nous qui sommes maintenant des parents, quand nous élevons nos enfants, nous ne leur disons pas d'être amis de tout le monde. On ne peut pas non plus dire ça à son pays. Sois l'ami de tout le monde. L'ami de tout le monde. Comment voulez-vous que les Libyens soient amis de ceux qui ont tué Kadhafi? S'ils ne sont pas suicidaires, qu'ils soient amis de ceux qui ont tué Seif al-Islam Kadhafi. Comment voulez-vous cela? Comment voulez-vous que ceux qui ont bombardé la Libye pendant 6 mois, détruit tout le pays, qui sont en train de voler le pétrole libyen, les Libyens les considèrent comme leurs amis? Il ne faut pas exagérer. Comment voulez-vous que des gens qui ont génocidé des peuples africains entiers, les colonnes coloniales barbares, comment voulez-vous qu'on soit leurs amis? Ça, c'est du masochisme diplomatique. Le masochisme, c'est le fait de prendre plaisir à se faire souffrir soi-même. Et enfin, la dernière idée qui m'a vraiment touché dans cette allocution fondamentale du président Assimi Goïta devant le corps diplomatique, c'est sa vision du Sahel. Elle est glissée dans un paragraphe qui est pratiquement l'un des derniers paragraphes du discours. Je vous invite donc à renforcer avec nous l'esprit de responsabilité partagée. Le Sahel a besoin de sincérité, de constante et d'action concrète. Il n'a besoin ni d'analyse ni de recettes toutes faites. Il a besoin de partenariats justes, d'un soutien respectueux et d'une compréhension lucide des causes profondes de l'instabilité. Fin de citation. La vision sahélienne. Les principes qu'il applique au Mali, le président Goïta les projette
dans sa vision du Sahel. Le Sahel a besoin de sincérité. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui font semblant d'aimer tel pays du Sahel alors qu'ils détestent un autre, qu'ils sachent qu'ils ne tromperont personne. Ça, c'est un message direct à l'Algérie. L'Algérie qui joue à flatter tranquillement, à flatter, croit-elle, le Niger, en pensant qu'elle va pouvoir infiltrer l'AES par le Niger. Elle se fout le doigt dans l'œil jusqu'à l'épaule. L'Algérie, narco-terroriste d'Abdelmajid Tebboune. C'est à lui que le président Assimi Goïta s'adresse, in fine, en disant, nous tous là au Sahel, on ne veut pas avoir de partenaires qui ne sont pas sincères. Vous ne pouvez pas héberger, eh bien, Mahmoud Diko, Iyad Aghali, les chefs terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique. Vous ne pouvez pas héberger des détachements de l'armée terroriste ukrainienne contre le Mali et venir dire tranquillement au Niger, alors nous voulons construire un trans-sahérien avec le Niger, on veut transporter du gaz et du pétrole avec le Niger. Vous savez, nous sommes très gentils à Alger, hein? On est des bonnes personnes. Le président Goïta dit, le Sahel n'a pas besoin de ça. Le Sahel a besoin d'autre chose, encore, la constance. C'est quoi la constance? La constance, c'est le fait d'affirmer les mêmes principes fidèlement partout. Bon, vous ne pouvez pas dire, je veux faire un partenariat avec le Burkina, alors que vous êtes en train de saboter l'allié du Burkina, qui est le Mali. Ou je veux faire un partenariat avec le Niger, alors que vous sabotez tranquillement, eh bien, l'allié du Mali, qui est... Excusez-moi. Alors que vous sabotez donc l'allié du Burkina qu'est le Mali ou l'allié du Niger qu'est le Mali, vous ne pouvez pas vouloir mener une politique avantageuse avec ces pays parce qu'eux-mêmes ils savent que vous voulez passer par eux pour affaiblir leurs frères. Le Mali sait aussi que vous ne pouvez pas venir le flatter, de marcher avec vous, alors que vous êtes des ennemis profonds du Burkina et du Niger. Donc, il s'agit de la constance. Vous ne pouvez pas affirmer des principes dans la relation avec le Mali et ensuite affirmer le contraire dans la relation avec le Burkina et le Niger. Le Mali en tire les conséquences et vous met à distance. Donc, les trois pays de la Confédération sont solidaires sur toute la ligne. Si vous n'avez pas respecté les principes de l'un de ces pays, les autres défendent l'autre. Parce qu'ils savent que leur alliance est prépondérante par rapport à vos intérêts à vous. C'est ce que le président Goïta dit ici. Et les actions concrètes. C'est quoi les actions concrètes? Mais c'est la force armée unifiée de l'AES qui a été créée en moins de temps que celle de la CEDEAO dont on nous rebat les oreilles depuis 30 ans. Action concrète, c'est la création de la Banque d'investissement confédérale. Elle existe. Je passe devant tous les matins ici à Bamako. La banque est là. Et elle est en train de travailler. Son conseil d'administration travaille d'arrache-pied pour la rendre pleinement et optimalement opérationnelle. Hein? Quand on parle là, les projets structurants, eh bien, que ce soit les infrastructures, elles vont être faites. Regardez la puissance de réalisation que cette alliance est en train d'avoir. D'accord? La chaîne de radio-télévision de l'AES, elle est née au point que les néocolonialistes français sont passés à l'attaque pour empêcher les populations de leur néocolonie ivoirienne d'accéder aux enseignements profonds de la chaîne de radio-télévision de l'AES. Ils l'ont attaquée pour qu'elle ne figure pas dans les canaux internationaux. Mais elle finira par figurer. Et de toutes les façons, les satellites communicationnels de l'Alliance des États du Sahel sont en préparation de lancement. Un Internet sahélien indépendant, eh bien, des Internets occidentaux, un Internet sahélien va émerger bientôt. Tous ces problèmes vont être résolus. Ceux qui auront la connexion au satellite Internet eh bien, de l'AES, eh bien, pourront avoir les informations d'AES TV. Ce n'est qu'une question de temps à court terme. Donc, dans ce paragraphe-là, il dit aussi que l'AES, le Sahel, n'a pas besoin d'analyse ni de recettes toutes faites. C'est-à-dire que les doctrines politiques, les doctrines économiques, les doctrines même militaires qui ont été pensées ailleurs, elles ne s'imposent pas ici automatiquement. L'Alliance des États du Sahel est un espace de restauration de l'énergie créatrice, de la capacité créatrice africaine. Ce sont les doctrines économiques, ce sont les doctrines politiques, ce sont les doctrines militaires, ce sont les doctrines diplomatiques africaines qui s'appliquent dans l'AES. L'AES est la source de sa propre sapience. Voilà ce que dit le président Assimi Goïta ici.
montrant la confiance dans cette créativité. Il appelle au partenariat juste, au soutien respectueux et à la compréhension lucide des causes profondes de l'instabilité. Et ça, c'est aussi un message à l'adresse des États-Unis d'Amérique, avec le petit virage apparemment conciliant de la diplomatie de Donald Trump, qui a envoyé un de ses diplomates dans la sous-région, dire que lui, il voulait mener avec les pays de l'Alliance des États du Sahel une coopération respectueuse de leur souveraineté. Personne de sérieux ne va y croire. Et c'est à Trump que le président Goïta, à mon avis, répond in fine en lui disant « Nous savons que vous ne respectez pas la souveraineté des gens. Vous avez bombardé le Nigeria là devant nous. Les autorités nigérianes s'étaient opposées au bombardement. Vous avez quand même bombardé. Et vous les avez forcées à dire qu'elles étaient d'accord. Alors que tout le monde sait très bien que ces autorités nigérianes sont simplement des vassaux couchés. Ce sont des autorités vassales couchées. Mais même ces vassaux ont cuiné avant d'être bombardés gratuitement, sans même qu'un seul terroriste soit tué. Oui. Donc, on observe le comportement de la diplomatie américaine qui vient parler de souveraineté au Sahel alors qu'elle a kidnappé un chef d'État d'un pays souverain, le Venezuela, sous nos yeux. Alors qu'elle est en train de chasser un peuple souverain, le peuple palestinien, de sa terre à Gaza. Mais qui peut croire que Donald Trump soit porteur d'une diplomatie de la souveraineté, avec toutes les violations de souveraineté dont il s'est rendu coupable? Il s'est levé un matin, il veut prendre le Groenland. Comment ce type-là peut venir nous dire, à Bamako, à Ouagadougou, à Niamey, je vais respecter votre souveraineté? Nous n'en croyons pas un seul mot. Nous n'en croyons pas un seul mot. Le président Goïta, à mon avis, le dit in fine en disant nous avons besoin de partenariat juste et d'un soutien respectueux. Parce que voilà des gens qui sont des loups et ils se déguisent en peau de mouton et ils viennent nous dire qu'ils sont devenus des moutons, qu'ils sont devenus doux et tendres comme l'herbe des prairies. C'est faux. Donc, c'est vraiment un discours de lucidité. C'est un discours de vérité frontale qui a été tenu par le président Assimi Goïta à l'occasion de cette rentrée, à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An, du corps diplomatique, consulaire et des organisations internationales. Je voudrais franchement ici saluer la qualité de cette vision de la diplomatie telle qu'elle a été exprimée.